démissionnez de votre mandat, laissez la place à d'autres, faites autre chose, faites des choses utiles. Votre génération en particulier, elle est aujourd'hui face à un très grand danger, qui parle de l'économie sans la connaître. Bonjour Renaud, Bonjour Tristan. bienvenue ici à Paris, c'est chouette de pouvoir vous rencontrer. Le podcast s'intitule Talk with Tristan, en fait je pars à la rencontre d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise, de personnes qui font, et aujourd'hui j'ai l'occasion d'échanger avec vous pour savoir comment la politique peut être liée avec le monde de l'entrepreneuriat. Donc l'idée c'est tout d'abord que vous vous présentiez, et après qu'on échange aussi sur le monde politique, le monde d'entrepreneurs, parce que j'ai cru comprendre que vous avez eu ces deux casquettes-là. Et l'idée, c'est qu'on échange, ça soit un talk interactif et que voilà, nos auditeurs passent un bon moment et vous apprennent à vous connaître aussi. Très bien, Ouais. très bonne idée. Ouais. Donc, d'où est-ce que vous venez? Quel âge avez-vous? Et après, on va échanger un petit peu sur votre parcours. Bien, bonjour Tristan. Donc moi je suis un provincial qui a grandi à Lyon Ok, chouette. et qui ensuite est parti à Paris pour faire ses études. Donc j'aimais les mathématiques, j'aimais la littérature. J'ai quitté ma ville de ma jeunesse pour Normal Sup, l'école normale supérieure de la rue d'Ulm, où j'ai fait des études essentiellement littéraires. Après, j'ai fait Sciences Po à Paris. Et je suis rentré à l'École nationale d'administration, donc l'ENA, et puis ensuite au Conseil d'État, qui Ok. est une institution de la République, en fait un tribunal de dernier ressort pour protéger les citoyens contre les abus de droit. Et donc je rêvais de faire de la politique à l'époque, Ok. déjà assez jeune. Je rêvais aussi d'être un écrivain. J'avais des rêves d'adolescent, d'enfant. Et j'ai toujours essayé de suivre mes rêves. Donc quand je suis arrivé à Paris, j'ai découvert cette ville extraordinaire où nous sommes ici, qui est Ouais. un carrefour entre une identité parisienne très forte et puis le monde entier. C'est vraiment une ville-monde. Et donc la France, pour moi, ça a toujours été ça, à la fois un pays, une culture mondiale, et en même temps des lieux uniques comme celui-ci ou d'autres. Parce que maintenant j'ai quitté Paris, j'habite plutôt au bord de la mer en Normandie, dans un paysage qui est rude, sauvage, mais qui est proche de la mer. Ah bah chouette. Comment on se dit, pourquoi déjà on a envie d'être homme politique? Quelles sont les convictions, peut-être un besoin de vouloir changer les choses à son échelle? Comment on vous devient et pourquoi on devient homme politique? À l'époque, la politique était quelque chose de très noble, très respecté. On sortait d'une époque qui avait été marquée par des personnalités très fortes, comme le général de Gaulle, comme Georges Pompidou. Et c'était un idéal. Servir son pays, servir la France, et essayer aussi d'améliorer la vie des gens. C'était aussi une aventure personnelle, avec Mm. de l'ambition, bien sûr, mais des étapes à franchir, des défis à relever, des combats à mener. C'est un enjeu très très fort pour ceux qui s'engagent et ils sacrifient beaucoup de choses, Mm. notamment parfois la vie de famille. Donc quand je suis devenu père de très jeunes enfants, j'avais 4 enfants, j'ai bien vu l'ampleur des sacrifices que ça représente de s'engager dans la vie politique, puisque j'ai peut-être moins vu mes enfants très jeunes que d'autres pères, mais j'ai essayé de compenser par un engagement peut-être plus intense à leur côté, et puis essayer aussi de leur transmettre mon amour de mon pays, de la littérature, de l'esprit d'entreprise, de la liberté. Ouais. Ce qui a guidé mon engagement politique, c'est d'abord la liberté. Ouais. Il y a aujourd'hui 2 façons de s'engager. Il y a ceux qui s'engagent pour l'égalité, il y a ceux Mm. qui s'engagent pour la liberté. Difficile d'être engagé vraiment pour les 2, Ouais, en j'en réalité. doute. Choisir son combat, je pense qu'on est dans un monde où la liberté de chacun est très menacée. Elle est menacée par des États de plus en plus tentaculaires, mais aussi par des technologies qui vont conduire à une gestion collective de l'être humain. Moi, du fait de mon expérience littéraire en particulier, j'ai vraiment un grand sens de la personne humaine, comment est-ce que chaque individu doit se réaliser, se distinguer aussi des autres.
Donc la liberté individuelle, pour moi, c'est vraiment ce qui est le plus sacré et qui a déterminé mon engagement politique. Donc mon premier combat, ça a été celui de l'école libre. Ok. J'étais jeune étudiant à Normal Sup et à l'époque, un gouvernement de gauche a voulu limiter la liberté des parents de choisir l'éducation de leurs enfants, déjà pour mettre la main de l'État sur les enfants dès le plus jeune âge. Et j'ai participé à ces millions de Français qui se sont rebellés contre cette loi de l'époque, qui d'ailleurs a été retirée du fait de la mobilisation extraordinaire des Français contre cette atteinte à une des libertés fondamentales. Et ce combat pour la liberté, il m'anime encore. Et j'ai le sentiment qu'il est encore plus nécessaire qu'il ne l'était dans ma jeunesse, parce que la gestion collective par les États est devenue très insidieuse. Autrefois, il y avait de la brutalité dans l'intervention de l'État. Aujourd'hui, il y a quelque chose de plus insidieux qui s'infiltre dans la vie de chacun pour en faire une créature dépendante de la dépense publique, mais aussi d'un État assistant qui est présent à toutes les étapes de la vie et qui petit à petit transforme les êtres humains en unités de compte dans des grands ensembles qu'il faut gérer avec le maximum d'efficience, d'efficacité. Et c'est cette déshumanisation qui m'a toujours effrayé. Donc, parmi les grandes libertés qui m'ont animé, il y en a une qui est formidable, c'est la liberté d'entreprendre. Je pense que le premier homme, le premier homo faber, celui qui a commencé à prendre des silex et à taper dessus pour transformer le monde dans lequel il était, qui était très fruste, très simple, c'était déjà le premier entrepreneur. Donc l'être humain, il est naturellement entreprenant, il a envie de faire des choses, il a souvent des rêves qui dépassent ses capacités, mais c'est ça qui l'anime. Et l'esprit d'entreprise a été un petit peu ma deuxième philosophie. La liberté en politique, l'esprit d'entreprise dans le monde réel, dans le monde de l'économie. Ok, super. Quel a été un peu votre parcours en politique? Si on fait un petit peu là, on parlait de toute la partie diplomation, etc. Comment on commence en politique déjà? Parce que je vois qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent et sûrement il y a des futurs hommes politiques qui nous écoutent. Et comment on se lance? On va aller dans son petit village de campagne. Vous venez. Alors déjà, je pense qu'il faut avoir des convictions fortes. Ok. Il faut choisir le drapeau pour lequel on va se battre. Donc moi, c'était à la fois mon pays et puis la liberté. Et ensuite, il faut choisir deux formes d'accès à la politique. Soit, on va dire, par en bas, soit par en haut. Alors, par en haut sont souvent des collaborateurs de ministres ou de parlementaires, comme par exemple Attal, qui était Premier ministre et qui en fait a démarré la vie politique en étant assistant parlementaire. Par le bas, c'est en essayant de se faire élire par un petit nombre d'habitants. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai été élu conseiller général. Autrefois, il y avait des conseillers généraux dans un canton qui était dans l'Aisne, à 120 km de Paris, dans une zone très rurale, avec des vignes, des agriculteurs, des personnes âgées, de très jolis paysages et une population assez pauvre, mais que j'ai appris à connaître et à servir. Et donc, ça a été ma première école aux côtés d'un député qui s'appelait André Rossi et qui m'a mis le pied à l'étrier. Et ça, c'est souvent important en politique, c'est d'avoir un mentor, quelqu'un qui vous aide, parce qu'on ne réussit jamais seul. Et il faut s'entraider aussi en politique, même si c'est peut-être un peu plus rare que dans d'autres milieux professionnels. Et ce personnage qui était connu à l'époque, André Rossi, un ancien ministre de Giscard d'Estaing, m'a beaucoup aidé, il m'a ouvert ce territoire qu'il avait marqué de son empreinte. Et j'ai pris sa succession et je suis ensuite devenu député dans sa circonscription et j'ai été réélu 4 fois député, alors 3 fois dans cette circonscription de l'Aisne et puis une 4e fois à Reims, la grande ville proche de cette circonscription de l'Aisne, où j'ai été élu pour la dernière fois député. Et puis après, j'ai décidé que la vie politique, ça suffisait, qu'il fallait arrêter, passer à autre chose. Parce que la curiosité a été toujours plus forte chez moi que toute autre chose, y compris que l'ambition politique. Et à un moment, j'ai senti que j'étais arrivé au bout d'un chemin
Ouais. qu'il fallait passer à autre chose pour ne pas se recroqueviller. Ok. Parce que la vie politique est à la fois pleine de grandeur, d'idéal, d'espérance, et en même temps, elle peut être très mesquine Ok. et ennuyeuse. Les deux extrêmes sont possibles. Et d'ailleurs, aujourd'hui, du fait de la banalité de la classe politique et de son incapacité à régler les problèmes des Français, on est arrivé dans une politique de l'ennui que je n'ai pas connue quand j'ai démarré ma vie, où il y avait des personnalités assez fortes et attachantes, comme Jacques Chirac, dont j'ai été ministre, et puis François Mitterrand, que j'ai combattu, mais qui était un homme de culture, de grande culture. Donc, il y avait des personnalités à l'époque dont l'engagement au service du pays ne faisait pas de doute et qui avaient un certain cran. Ok. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une certaine médiocrité, et malheureusement, elle se ressent aussi dans les résultats produits par le monde politique, qui sont assez désastreux. Donc, petit à petit, m'est apparu comme une évidence que la société civile, Mm. la société sans l'État, était la voie à encourager, et que l'État était peut-être davantage un poids, un fardeau, qu'un réconciliateur entre les Français ou un prestataire de services de qualité. Et donc aujourd'hui, je suis plutôt de ceux qui disent réduisons l'État avec l'intelligence, avec l'évolution des hommes, des femmes, avec leur appétit pour la liberté, avec les technologies. On peut se débarrasser de cet État qui est devenu extrêmement pesant. Ok. Alors, moi, j'aimerais bien que le back-office de l'État disparaisse, soit remplacé par de l'intelligence artificielle et qu'on garde nos infirmières, nos profs, nos policiers, tous ceux qui sont en contact avec les Français, on appelle le front office, et qui sont des gens formidables, les fonctionnaires français, que j'ai appris à connaître en étant ministre de la fonction publique, Ouais, je m'en doute. qui sont près de 6 millions dans notre pays, peut-être trop nombreux, pas assez bien payés, mais qui, eux, sont au contact des Français. Et là, vous me parliez de la fin de cette aventure politique. Après, c'est quoi? C'est le monde de l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui est l'après-politique et comment déjà aussi s'en sortir? Parce que je pense que c'est des environnements qui sont très liés, mais qui sont totalement différents en termes de culture peut-être. Alors, j'ai travaillé avec beaucoup d'entrepreneurs quand j'étais Ouais. ministre des Entreprises, avec des artisans, des commerçants, des professions libérales, des chefs d'entreprise de grande taille aussi. J'ai accompagné certaines industries, notamment l'industrie du luxe, dans laquelle je croyais beaucoup comme un des atouts de la France, du fait de la qualité du savoir-faire et de la culture française. Et cet apprentissage de tous ces entrepreneurs qui étaient partout en France, j'ai sillonné le pays, j'ai rencontré des centaines d'entrepreneurs, y compris dans des toutes petites villes, m'a donné un sentiment d'énergie nationale incroyable. Et je me suis dit, au fond, c'est cette population qu'il faut aider. C'est exactement l'inverse de ce que font les dirigeants politiques aujourd'hui, qui mettent des bâtons dans les roues des entrepreneurs. Moi, à l'époque, je pensais qu'il fallait libérer, qu'il fallait encourager, qu'il fallait démocratiser l'accès à l'entreprise, permettre à des gens qui sont dans des banlieues, qui ont parfois été maltraités par l'éducation nationale, eh bien, de réussir par l'entreprise, et également permettre à des grands capitaines d'industrie comme ceux que nous avons, eh bien, de conquérir le monde. L'économie est devenue le nouvel espace de conquête et de réalisation d'êtres humains aujourd'hui. C'est vraiment là qu'on peut s'exprimer, s'épanouir, aller au bout de ses ambitions. Et donc, j'étais préparé en fait à passer le cap, à passer dans le monde de l'entreprise, ce que j'ai fait en changeant de pays complètement. Okay. Je voulais changer de vie. Ouais. Changer de vie, ça voulait dire changer de pays, changer de profession, changer de langue. Donc, je suis parti aux États-Unis, à New York, où j'ai vécu une petite dizaine d'années. Donc, j'étais président de LVMH, un groupe formidable qui représente très bien la France dans tous les pays du monde, mais particulièrement aux États-Unis, à travers toutes ces marques et à travers cette culture française qui s'exprime dans des produits, mais qui s'exprime aussi à travers des messages, une culture, un savoir-faire, un amour de la perfection, et qui est d'ailleurs très reconnu aux États-Unis. Et à partir de ce poste de président de LVMH, j'ai rencontré des gens extraordinaires en Amérique, et notamment à New York. J'ai participé à la campagne de Barack Obama à l'époque, très modestement,
ça a continué un petit peu mon engagement politique. J'ai vu cette très belle campagne d'un président inattendu qui a surpris tout le monde. J'ai participé aussi à des instances de décision de la ville de New York que j'aime beaucoup, fait partie de mes 4 ou 5 villages de cœur. Et j'ai aussi participé à de nombreuses fondations dans l'art, la culture, pour promouvoir cette culture française là-bas aux États-Unis. On a en particulier ouvert une nouvelle librairie à New York, qui s'appelle la librairie Albertine, qui est un grand lieu de culture maintenant. À l'époque, il y avait rien, il y avait des bureaux du Quai d'Orsay. On en a fait un lieu qui est très reconnu aujourd'hui et qui promeut l'esprit français. Et donc ça, c'est aussi une de mes passions, l'esprit français, qui s'incarne dans la littérature, mais très largement dans beaucoup d'art, et que, je crois, une grande partie du monde respecte encore beaucoup. Vous parlez de cette aventure aux États-Unis, il y a une vraie différence de culture quand on parle du monde de l'entrepreneuriat. Est-ce qu'il y a une vraie différence de culture? On en parle souvent à la télé, sur les réseaux. J'ai pu échanger avec différents intervenants lors de mes podcasts. Est-ce que c'est vraiment vrai qu'il y a une vraie différence de culture? Alors, il y a des entrepreneurs partout, parce que comme je le disais il y a un instant, l'être humain est naturellement entrepreneur. C'est la société qui souvent l'empêche en fait d'entreprendre. Mais il y a des environnements qui sont différents. En France, l'entrepreneur il est obligé de se battre contre l'État et parfois contre l'opinion publique qui ne reconnaît pas nécessairement à sa juste valeur son apport à la société. Aux États-Unis, c'est plutôt une ambiance très favorable et un gigantesque marché. Donc une bonne idée avec une bonne exécution aux États-Unis va donner naissance à une entreprise de grande taille très vite. Et c'est vraiment une économie du volume. En France, comme on n'a pas cette capacité à grandir très vite, parce que même si on est dans un marché unifié en Europe, en réalité, il est très compartimenté du fait de la langue, du fait de... Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder le podcast et à me suivre, et je voulais vous dire un grand merci. Par contre, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que beaucoup d'entre vous ne sont pas encore abonnés. Alors, si le contenu vous plaît et vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner juste en dessous. Ça m'aide énormément à faire grandir le podcast. Allez, on retourne à l'épisode. Barrières administratives, du fait des habitudes aussi de consommation des gens, eh bien, en France, c'est plus dur d'aller vers la grande taille. En revanche, il y a un génie français qui est très capable de s'adapter à des conjonctures différentes, à des chocs, à des difficultés, à des obstacles, qui est très créatif, très malin, très tout-terrain, et qui m'a impressionné finalement rétrospectivement par rapport à ce que j'ai vu aux États-Unis. Les entreprises aux États-Unis sont extrêmement processées. C'est très organisé, un petit peu à l'allemande. D'ailleurs, très souvent, on compare en fait la façon de travailler des entreprises allemandes et la façon de travailler des entreprises américaines. Il y a beaucoup de similitudes. Alors que, on va dire, dans les pays un peu plus latins, il y a davantage d'innovation et de débrouillardise. Et cette capacité qu'ont les chefs d'entreprise français de rebondir, de traverser les crises, de se réinventer, me paraît très intéressante et est un atout de notre pays indiscutablement. Après, les États-Unis, c'est une économie où les liquidités sont très abondantes, il y a énormément d'argent. Donc cet argent, comme il est très abondant, il prend plus de risques. Comme on prend plus de risques, il y a plus de réussite, parce qu'il n'y a pas de réussite sans risque. Et évidemment, c'est l'économie du monde qui est probablement la plus propice à l'éclosion de nouvelles idées, de nouvelles entreprises. On le voit bien aujourd'hui avec l'IA, on l'a vu avant avec la vague Internet. Donc chaque fois qu'il y a des révolutions technologiques, c'est probablement dans ce pays qui épouse très bien le risque que l'on voit des entreprises émerger et réussir. Alors nous, on a aussi des gens de très grands talents, on a notamment des ingénieurs et des entrepreneurs formidables, mais ils se heurtent très vite à un environnement qui est un petit peu un environnement bonsaï. On coupe un peu les branches pour que l'arbre ne grandisse pas trop vite. On le fait pas à dessein, mais on le fait parce que notre système est comme ça. Et beaucoup d'entrepreneurs de talent, eh bien, ils vont chercher ailleurs un espace de réussite. Et ça, c'est une perte aussi pour notre pays, mais il y en a quand même qui réussissent très bien. Oui, bien sûr, évidemment. Et sur la partie aujourd'hui, en France, si moi, avec les différents chefs d'entreprise que j'ai l'occasion de rencontrer, etc., on a l'impression
que c'est eux en fait la poule aux œufs d'or en fait de l'État, ils payent tout le temps, etc. Mais est-ce que vous pensez vraiment que il y a une autre possibilité au système français auquel on est aujourd'hui? D'abord, je pense qu'il faut passer de l'obsession de l'État-providence à la reconnaissance de l'entreprise-providence. L'entreprise apporte plus aux Français que l'État français. Ok. L'entreprise, elle apporte des emplois, elle fait vivre des millions et des millions de familles, elle apporte des biens, des services qui sont indispensables aujourd'hui à la vie quotidienne. C'est pas l'État qui a inventé les télécoms, c'est pas l'État qui nous nourrit. Donc l'État, il vient se greffer en fait comme un parasite sur des entreprises qui, elles, apportent énormément aux Français. Alors, il y a 3 formes de capitalisme, puisque qui dit entreprise dit organisation du capitalisme. Il y a un capitalisme d'État qui fonctionnait bien du temps du général de Gaulle, parce qu'il y avait une vision stratégique, long terme, et on pouvait réaliser sur 10 ans, 15 ans, des plans aussi ambitieux que le nucléaire français ou le programme des TGV français. Et puis, aujourd'hui, ce capitalisme d'État est épuisé, il ne fonctionne plus, donc ça n'est plus une solution. Il y a un capitalisme financiarisé, qui est caractéristique de l'économie américaine, avec des professionnels de l'investissement, qui sont des asset managers, des private equiteurs, et qui dirigent les entreprises avec une obsession de la rentabilité et une obsession du court terme. Et ça, c'est pas forcément une bonne chose pour les citoyens qui sont dans des pays comme les États-Unis, parce que les intérêts des entreprises ne sont plus nécessairement alignés sur les intérêts des citoyens. Il y a un troisième capitalisme que moi je soutiens depuis très très longtemps, qui est le capitalisme familial, qui s'appuie sur des familles d'entrepreneurs qui, elles, sont enracinées, elles sont souvent liées à des territoires. Alors, pas uniquement une grande agglomération comme Paris, mais ça peut être des territoires aussi ruraux. Et ce tissu d'entreprise familiale, il est très fort en Europe. Il définit l'économie allemande avec Mittelstand, il définit l'économie italienne, il définit l'économie suédoise ou suisse. Donc, en Europe, on a vraiment ce capitalisme familial. Et en France, il existe aussi, mais il est mal vu par l'État. Et donc, l'État s'est acharné à le détruire. Alors, quand j'étais ministre en 2003, j'ai voulu faire l'inverse, redonner à ce capitalisme familial une véritable bouffée d'oxygène. Et j'ai mis en place les pactes du trade, ça existe toujours. Et ça permet aux entreprises familiales de se pérenniser. Et le résultat de ça, c'est qu'on a encore dans notre territoire des milliers d'entreprises qui sont enracinées, qui ne seront pas délocalisées en Chine, aux États-Unis ou ailleurs, parce qu'elles tiennent au pays par ce lien très fort de la famille. Et puis, l'autre caractéristique du capitalisme familial, c'est qu'il est patient, donc il est capable de prendre son temps pour développer de la valeur. Et ça donne aussi de très belles réussites, cette patience, alors qu'on voit que dans les économies super financiarisées, il y a cet appétit très fort du retour sur investissement immédiat le plus rapide possible, manifesté par le TRI, le taux de retour sur investissement qui doit être le plus élevé possible, et dont une des variables est le temps. Et donc, c'est un capitalisme parfois glouton, pressé, greedy, disent les Américains, et je pense qu'on a plutôt intérêt, nous, à privilégier notre capitalisme patient. Ok, super. Et le pacte du trade, vous en parlez un petit peu, en quoi ça consiste concrètement? Vous êtes chef d'entreprise, vous avez une 60aine d'années, vous avez vos enfants qui veulent reprendre l'entreprise familiale. Comment ça se passe un petit peu? Oui, le pacte du trade existe depuis 20 ans, il a été plutôt validé par la gauche et la droite. Pourquoi? Parce que c'était un bon outil pour préserver un tissu industriel et économique en France. Ça consiste à favoriser le transfert d'une génération à une autre d'une entreprise sans que l'État ne confisque, ce qui était le cas avant que j'intervienne, 45% de la valeur de l'entreprise. Et cette fiscalité confiscatoire, elle détruisait les entreprises. Il y a plein de cas à citer. Moi, je cite souvent le cas de UPSA, qui était un laboratoire de pharmaceutique très connu français et qui a dû être vendu aux Américains parce que l'impôt à l'époque était tellement lourd que les propriétaires des laboratoires UPSA ont dû vendre l'entreprise pour payer l'impôt à l'État. Résultat,
l'État, il a énormément perdu parce que si on avait gardé UPSA en France aujourd'hui, on paierait beaucoup plus d'impôts à l'État, hein. Et deuxièmement, on a perdu énormément d'emplois, de centres de recherche, de centres de décision en laissant cette belle entreprise partir aux États-Unis. Donc ceux qui s'attaquent au pacte du trade aujourd'hui sont des gens qui font le jeu des investisseurs internationaux au détriment de la France. Donc c'est une forme de trahison inavouée, puisque bien souvent ils ne s'en rendent pas compte, mais c'est quand même ça le résultat. Et c'est pour ça qu'il faut absolument défendre cette transmission familiale pour garder nos entreprises dans notre pays, car si ce ne sont pas ces familles françaises qui les détiennent, ce seront des actionnaires, bien souvent internationaux, et qui, eux, pourront dépecer ces entreprises, les découper en morceaux et retirer à notre pays ce qui a été créé par les générations d'avant. Donc, ce capitalisme familial, c'est un peu la colonne vertébrale de notre économie et il est très important de le conserver. Et on parle on parle souvent de souveraineté dans les médias, la télé, etc. Pourquoi aujourd'hui c'est un enjeu primordial quand on voit l'avènement de l'intelligence artificielle, plein d'autres sujets, etc., avec une concurrence qui se fait de plus en plus large. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a les États-Unis, la Chine et un peu le reste du monde. Comment avoir son mot à dire dans la balance aujourd'hui Il y a deux sortes de pays pour l'avenir. Il y a les pays qui seront capables de changer le monde, qui seront des pays de production et d'invention. Et il y aura des pays de consommation et de vieillissement qui, eux, seront passifs dans l'évolution de l'humanité. Donc, il faut savoir si on veut tenir le manche, participer encore au gouvernail, ou bien si on veut être simplement passager d'un grand navire qui s'appellera l'humanité et dont on sera simplement des clients de 3e ou de 4e classe à qui on demandera de consommer des produits qu'ils n'auront pas conçus, qui ne seront pas forcément bons pour eux, et qui n'auront plus voix au chapitre. Ils n'auront plus leur mot à dire dans l'évolution du monde. Alors, moi, j'ai toujours pensé que la France pouvait être dans la catégorie de pays qui continuent à produire, à innover et à changer le monde. Mais pour ça, il faut une industrie. Il faut des ingénieurs, il faut des sciences, il faut avoir foi dans la science et il faut inventer en permanence. Alors, cette culture-là, si on ne la défend pas, dans un pays qui vieillit très rapidement, on aboutit à une économie de consommateurs vieux, ce qui est un petit peu le risque auquel on est confronté aujourd'hui, d'avoir des gens qui ne produisent plus mais qui consomment, et des gens qui sont plus dans cette phase de la vie où on a envie de tout changer, de tout réinventer et d'aller au bout de ses rêves. Donc c'est ça qui nous menace. Ça menace aussi le Japon, ça menace la Corée, ça menace un certain nombre de pays qui ont un équilibre démographique vacillant et qui petit à petit gèrent de plus en plus le grand âge que la jeunesse et les actifs en fait qui sont indispensables. Donc moi je dis toujours aujourd'hui il y a des abeilles en France qui font du miel et il y a les frelons politiques et malheureusement les frelons politiques sont en train de s'attaquer aux abeilles industrieuses, productives, au lieu de protéger ces abeilles qui sont indispensables pour qu'on reste dans la course des pays qui inventent le futur et qui joueront un rôle encore dans l'histoire de l'humanité. Et comment les politiques peuvent changer ça aujourd'hui, techniquement? Alors en réalité c'est assez simple. On est aujourd'hui asphyxié par de la dépense publique. Dès qu'on baisse le niveau de la dépense publique, on libère des énergies et on facilite en fait l'essor de l'économie et notamment l'économie de l'intelligence, qui ne nécessite pas de matières premières, etc., parce qu'elle est juste entre nos deux oreilles, cette économie-là. Et il y a beaucoup de matières grises en France, donc on peut créer cette économie grâce aux Français entrepreneurs. Donc, c'est ça qu'il faut absolument libérer. Pour ça, il faut baisser la dépense publique, la ramener sous les 50% du PIB. Aujourd'hui, avec 57% du PIB consacré à la dépense publique, nous sommes en fait une économie socialiste. Aucune économie socialiste ne fonctionne dans le monde. La plupart, en fait, sont des échecs. L'économie chinoise est une économie qui est très capitaliste, donc qui pousse en fait à l'invention, à la création, à la liberté d'entreprise, mais avec toujours derrière cet État qui peut, au dernier moment, reprendre le contrôle de l'individu. Et ça, évidemment, on ne le veut pas. Mais les économies purement socialistes, celles qui sont asphyxiées par la dépense publique, ce sont des échecs partout sur la planète.
Et donc la France est peut-être un des derniers pays à continuer à croire dans ce modèle alors qu'il est funeste. Donc il faut libérer les énergies des Français, les responsabiliser devant les risques. C'est bien qu'il y ait une retraite, c'est bien qu'il y ait une assurance maladie, c'est bien qu'il y ait une assurance chômage, mais ces assurances ne doivent pas être tellement fortes qu'elles étouffent l'envie de créer, d'entreprendre et d'innover. Et c'est malheureusement là où nous en sommes aujourd'hui. Donc il faudrait une politique qui donne de l'espérance, donne de l'espoir, montre tous les talents français et les encourage, y compris dans les territoires ruraux, les banlieues, les villes, les universités, qu'on libère tout ce qu'il y a de talent chez les jeunes Français, et en même temps qui déshabitue notre peuple de cet assistanat dans lequel il s'est englué, dont il a beaucoup de mal à sortir, parce que c'est comme les drogues, une fois que vous êtes habitué, vous avez du mal à vous sevrer. Et donc on voit bien aujourd'hui que les Français, ils sont pas prêts eux-mêmes à dire j'arrête de me shooter. Non, ils veulent continuer cette dépendance parce qu'ils n'imaginent pas de vivre sans. Donc on est dans un tournant, on peut basculer dans un état en crise permanente, avec cette dette qui est le produit du socialisme. La dette publique, c'est l'enfant du socialisme. Ou bien on peut enclencher un mouvement de renaissance, d'énergie vitale, pour qu'un pays sente qu'il est à deux doigts de tomber dans le précipice et qu'il fait un pas en arrière pour s'extraire du vide. Et à ce moment-là, on verra des choses extraordinaires apparaître en France et grâce au talent des Français. On voit souvent des hommes politiques qui ont toujours été travaillés dans le service public, etc. Faire un peu la morale à des entrepreneurs, des personnes qui développent, qui créent soit de l'emploi, de la richesse, etc. Comment faire face aussi au fait que de temps en temps, ces personnes sont un petit peu pas à l'écart de la réalité, mais qui ne soient pas vraiment dans on a une classe politique qui est effectivement très peu aimée en France. Pourquoi ? Parce qu'elle ne produit pas de résultats. Dans la vie, c'est toujours la même chose. Vous allez chez le dentiste, s'il vous soigne bien, vous en dites du bien. S'il vous soigne pas et qu'il vous fait payer, vous n'en dites pas du bien. Bon, l'État aujourd'hui, la classe politique, c'est un peu le dentiste qui vous demande de vous asseoir sur le fauteuil, mais qui vous soigne pas et qui vous fait payer très cher. Donc évidemment, on comprend que les gens soient très mécontents. Alors cette classe politique, elle est devenue assez médiocre. Je pense qu'il y a moins d'idéal, peut-être que ce que j'ai connu, mais enfin bon, ça peut revenir. L'idéal, il est au cœur de l'être humain, il n'y a pas de raison que ça disparaisse. Ce sont des gens qui font des carrières très longues, ils s'arrêtent pas. Ils rentrent très jeunes en politique, souvent par le haut, c'est-à-dire conseiller d'un ministre ou conseiller d'un député, d'un sénateur. Et puis ils font des carrières d'apparatchiks. Ça ressemble beaucoup à ce qui existait en URSS avant l'effondrement du mur de Berlin. C'est des apparatchiks, des gens dont toute la vie a été organisée autour de l'engagement politique. Et donc le monde réel est quelque chose qu'ils voient à travers la presse, à travers les médias. Et comme les médias ne connaissent pas plus les entreprises que les hommes politiques, on a ces deux forces très importantes dans le pays, les médias et les élus de la démocratie française, qui parlent de l'économie sans la connaître. Alors évidemment, les entrepreneurs, quand ils voient ça, ils se disent, ils sont incompétents, et deux, il faut absolument les sortir de là. Maintenant, on voit la difficulté qu'ont les entrepreneurs à s'engager en politique. C'est pas du tout une partie de plaisir. Et donc, beaucoup d'entre eux hésitent. Même si aujourd'hui, il y a une ébullition, il y a vraiment un mouvement de ras-le-bol qui fait que, comme vous le disiez, beaucoup d'entrepreneurs ont envie de prendre les choses en main et de ne pas laisser leur destin entre celles des dirigeants politiques. C'est ce qu'on voit un petit peu dans les villes comme Lyon, par exemple. On évoquait Lyon tout à l'heure avec Monsieur Aulas qui a commencé une campagne municipale pour prendre la ville. Et c'est vrai que même moi je vois aujourd'hui, nous on est quand même jeunes, j'ai 24 ans, on a voté à qu'une seule présidentielle encore, d'autres à des législatives, etc. Et on se pose vraiment la question sur comment vraiment changer le quotidien. En fait, on a l'impression que... On parle souvent de Nicolas, et Nicolas, c'est lui qui paye tout le temps, qui passe à la caisse. C'est vrai que votre génération en particulier, elle est aujourd'hui face à un très grand danger. C'est qu'on lui demande de travailler et de cotiser pour une partie de la population qui ne produit plus et qui exige un niveau de pouvoir d'achat très élevé. Donc vous êtes une génération
sacrifiées aujourd'hui. Ouais. Par exemple, vous cotisez pour la retraite sur votre feuille de paye, mais en réalité, ces cotisations ne vous créent pas de droits. Non. Elles donnent de l'argent à des gens qui sont eux-mêmes déjà à la retraite. Donc, vous êtes un petit peu les victimes du système. Alors, soit vous êtes passif et vous acceptez la situation telle qu'elle est, soit vous essayez de changer le système. Mais c'est probablement la jeunesse française qui est aujourd'hui la première victime du système socialiste dans lequel nous sommes aujourd'hui malheureusement englués. Et vous qui avez été vraiment dans les hautes sphères de l'État, etc., vous pensez qu'un homme politique peut vraiment concrètement changer les choses? À l'heure actuelle, je n'en vois aucun. Je cherche. Je mets des lunettes de différentes tailles, mais je ne vois personne. Mais Pourquoi? est-ce que quand on est à la tête, quand on a les rênes en main, est-ce qu'on peut concrètement changer les choses? Oui, Ouais. oui. Il faut se comporter comme un artisan moi j'ai une boulangerie, vous voyez, dans mon village. Donc le pain, il faut le faire. Ouais. Toutes les nuits, il faut qu'il y ait un boulanger, un aide-boulanger, un pâtissier qui travaille. Et le lendemain, il y a un résultat. C'est que dans la boutique, il y a des bons pains qui sont là, il y a des belles pâtisseries. Eh bien, si les hommes politiques se disaient, moi je suis comme un artisan, demain matin, il faut qu'il y ait un bon produit, un bon résultat, et que les gens disent, ah bah oui, ça j'achète, c'est bien. Eh bien, dans ce cas-là, le monde serait différent. Mais c'est pas du tout comme ça qu'il résonne. En fait, il résonne en disant, faut conquérir le pouvoir, faut conquérir la boulangerie. Ils veulent avoir la boulangerie. Et puis après, faire le pain, ça les intéresse pas. Donc, une fois qu'ils ont la boulangerie, eh bien, ils font du mauvais pain ou ils font pas de pain du tout. Et c'est cette culture de l'artisan qu'il faudrait réintroduire dans le monde politique. Est-ce qu'on apprend à devenir homme politique? Non, chaque citoyen peut devenir un élu. Et Dieu merci, c'est ça la démocratie. C'est ouvert à tout le monde. Et d'ailleurs, on voit bien à l'Assemblée nationale, il y a toutes les catégories sociales. Il y a tous les parcours universitaires. Il y en a qui n'ont pas fait d'études, il y en a qui ont fait beaucoup d'études. Donc c'est assez représentatif finalement aujourd'hui, l'Assemblée nationale, de la population française. En revanche, ils forment une espèce de groupe où ils défendent tous leurs propres intérêts et où ils s'intéressent qu'à une partie de l'électorat, qui est l'électorat qui vit de la dépense publique. L'électorat des abeilles, ceux qui produisent le miel, ne les intéresse pas. Pourquoi? Parce que cet électorat est minoritaire aujourd'hui, il représente 40% des électeurs, alors que ceux qui bénéficient de la dépense publique représentent 60% des électeurs. Donc, tous les partis politiques s'intéressent beaucoup plus aux 60% qu'aux 40%, parce qu'ils sont plus nombreux. Et là, on parlait de comment être un bon homme politique, comment être un bon entrepreneur maintenant? Alors, je pense qu'un bon entrepreneur, enfin, moi je ne sais pas si j'en suis un bon, en tout cas, je me suis pris des gamelles, des erreurs, des échecs. Et ça, c'est très pédagogique parce que qui n'essaye pas, qui ne tente rien n'a rien. Et donc, l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui tâtonne. Il n'a jamais son plan arrêté avec la certitude de son exécution parfaite. Alors, on s'aide avec des outils, on fait des business plans, on fait des projets, on fait des budgets. Mais en réalité, il y a une part d'improvisation. Et plus on a fait des échecs, plus on a compris pourquoi on les avait faits, plus on s'améliore en termes justement d'exécution et d'improvisation, parce que la vie économique, elle est faite d'incertitudes. Moi, j'ai investi dans des secteurs avant les gilets jaunes, par exemple, comme la mode féminine ou comme la chaussure ou des secteurs comme ça qu'on appelle du retail. C'est-à-dire avec des magasins, des clients qui rentrent dans les magasins, qui achètent des produits dont ils ont besoin pour s'habiller, etc. Et ben, en 5 ans, ce secteur-là, il a été bouleversé. Bouleversé par le Covid. Pendant 1 an, les magasins étaient fermés. Bouleversé par l'inflation. Les gens ont eu le sentiment que ces produits étaient de plus en plus chers. Bouleversé par la guerre en Ukraine. Vous voyez, il y a eu des chocs quasiment tous les ans. Et donc, ceux qui ont survécu, c'est des gens qui souvent étaient très très bons pour s'adapter. Mais beaucoup aussi ont disparu et malheureusement dans ce secteur de la mode féminine, il y a énormément d'entreprises qui ont maintenant disparu parce que les chocs ont été trop rudes pour qu'elles puissent les surmonter. Et comment faire face aussi,
il y a aussi un avènement d'une nouvelle concurrence avec des marques chinoises, américaines, portugaises, un peu de partout dans le monde, des nouveaux moyens, des nouveaux canaux de consommation. On parle beaucoup d'Internet, etc. Comment être compétitif face à tout cela? Ah, le monde ne cesse de changer, hein, donc il ne faut pas fermer les rideaux, les volets en se Ouais. disant on va claquemurer la maison et puis on fera comme si le reste du monde n'existait pas. Non, il faut rester ouvert au monde, mais il faut inventer, innover en permanence. L'industrie du luxe, c'est un bon exemple. On continue à fabriquer en France, donc avec des coûts de main-d'œuvre très élevés, mais on est capable d'imposer des prix Ouais. aux consommateurs très élevés parce que on a apporté une couche de rêve, de charme, de désir, de plaisir qu'il n'y a peut-être pas dans les produits d'autres pays. Et donc, c'est une bonne stratégie, une stratégie gagnante. Si en revanche, on essaye de lutter contre Shein pour faire du textile le moins cher possible, ou si, comme Michel-Édouard Leclerc, on essaye de tirer vers le bas tous les prix et tous les produits, eh bien là, on va vers une impasse économique, c'est-à-dire qu'on détruit la capacité de l'économie française à gagner dans la compétition mondiale. Nous, nos forces, on les connaît, c'est la créativité, c'est une certaine qualité, aussi bien les avions qu'on fabrique que les sacs à main qu'on fabrique, des produits de grande qualité, à la fois la technologie, le savoir-faire. Donc, il faut qu'on vise l'excellence, hein, et seule l'excellence peut nous protéger de la compétition mondiale. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a des modèles en France quand on parle d'entrepreneurs? Il y a des entrepreneurs, je suppose, vous parliez d'LVMH tout à l'heure, Monsieur Arnault est Oui, un certainement, Bernard Arnault est probablement un des plus grands entrepreneurs français de toute l'histoire, Ouais. puisque non seulement il incarne une industrie qui est très prospère et qui permet à des milliers de familles de vivre avec des très beaux salaires, mais il a porté la culture française dans le monde entier. Lui et les autres acteurs du luxe, comme L'Oréal, comme Hermès, bien sûr, comme Kering, toutes ces entreprises, non seulement elles font rentrer des devises, comme on disait autrefois, mais elles portent ce qu'est la France, l'identité de la France, l'art de vivre à la française, dans le monde entier, elles le font rayonner. Là, nous sommes entourés de touristes. Ces touristes, ils viennent aussi parce qu'ils ont découvert la France à travers des marques de luxe. Donc, Bernard Arnault, c'est un entrepreneur transformateur. Il a réussi non seulement à créer une très belle entreprise, mais il a apporté à son pays quelque chose qui lui manquait, qui était une capacité à rayonner dans le monde entier à travers un savoir-faire. Les Américains avaient ça dans les années 50 avec ces grandes maisons comme Coca-Cola, Procter & Gamble, comme Ford, voilà. Et ça portait le American Way of Life partout dans le monde et les gens derrière le rideau de fer disaient mais c'est ça que je veux vivre et c'est pas rester dans un pays où tout est étouffé par l'État policier. Et donc ce American Way of Life, il a été très porté par des entreprises pendant très longtemps et aujourd'hui on a l'impression que c'est plutôt le European Way of Life qui est en train de le supplanter avec notamment l'Italie, la France, la Suisse, qui portent des messages comme ça qui sont plus valorisants pour le consommateur que la malbouffe qui peut-être est incarnée par certaines marques américaines. Donc on a la capacité à gagner, mais il faut des stratégies soutenues par la collectivité publique, par l'État. Et malheureusement, c'est pas ce qu'on fait aujourd'hui, puisqu'on passe notre temps à casser du sucre sur quelqu'un comme Bernard Arnault, par exemple. Alors, il n'y a pas que Bernard Arnault, il y a des milliers d'entrepreneurs de grands talents, il y a des PME, il y a des ETI, des entreprises de taille intermédiaire, il y a des start-upers. Donc, c'est un tissu extrêmement différent, vivant. Il y a des artisans formidables. Donc, ça fait aussi ça le charme de notre économie, cette grande diversité. Et finalement, ce qui compte, c'est pas tellement d'atteindre voilà, une réussite mondiale qui est quand même un peu à la portée de tout le monde, mais dans son secteur, dans son créneau, d'aller le plus loin possible dans la réussite. Et qu'est-ce que vous voulez dire aux personnes de la classe politique qui pointent ces doueurs, j'ai envie de dire, ces personnes qui font, ces entrepreneurs qui les pointent un peu du doigt aujourd'hui? Je leur dis d'abord, première chose, relisez la fable de la poule aux œufs d'or de La Fontaine, parce que c'est exactement ce que vous êtes en train de faire, vous, c'est-à-dire égorger la poule qui, chaque matin, pondait des œufs en or qui bénéficient à toute la population française. Donc, quand la poule est morte, elle ne pond plus et à un moment donné, vous allez
accentuer ce qu'on constate depuis maintenant 25-30 ans, c'est-à-dire l'appauvrissement des Français. Le PIB par habitant est en recul par rapport à beaucoup d'autres pays et c'est très dommage. Donc, relisez cette fable et essayez de vous en inspirer. Et deuxièmement, démissionnez. Vous n'êtes bon à rien. Vous n'arrivez pas à produire des résultats. Donc, si vous avez un peu de sens de l'honneur, démissionnez de votre mandat, laissez la place à d'autres, faites autre chose, faites des choses utiles, rendez service aux autres, plutôt que d'être enfermé dans cette maison de fous qui est devenue l'Assemblée nationale. Quoi dire aux jeunes qui nous écoutent et qui veulent, qui écoutent ces paroles et qui voient un petit peu aujourd'hui le, la différence entre la classe politique et la classe populaire, le peuple français, quoi. Ouais. Alors, je vois chez les jeunes un très grand sentiment d'inquiétude pour la planète et une sensibilité très forte à l'environnement, aux transitions climatiques, etc. Mais il ne faut pas que ça se fasse au détriment de l'amour de l'esprit d'entreprise. Parce que les deux vont ensemble en réalité. C'est plus l'entreprise qui permettra d'accoucher d'une économie propre que ces États extrêmement lourds et qui finalement empêchent les mutations de se produire. Donc il faudrait que les nouvelles générations soient à la fois des passionnés de ces grandes transitions auxquelles nous avons à faire face, bien sûr, mais aussi retrouvent l'amour de la liberté individuelle, de la liberté d'entreprendre, de la liberté de créer, et ne se laissent pas piéger par des partis politiques qui veulent les transformer en petits soldats au service d'une cause essentiellement politicienne. Ok. Et si moi je vois aujourd'hui le fait d'écouter des podcasts, etc., ça permet aussi, c'est aussi ça l'idée du podcast, c'est de rencontrer des personnes qui font pour que les choses changent et qui ont écouté leur parcours, voir un petit peu ce qu'ils ont fait dans leur vie, voir les recommandations. Aujourd'hui, moi j'ai envie d'entreprendre à moyen long terme. Quand on voit le pays dans lequel on est, de temps en temps, on peut être un peu réticent à entreprendre dans ce pays. On peut entreprendre en France, c'est encore tout à fait possible, parce que c'est un grand marché, parce qu'il y a un cadre légal qui est quand même solide, parce qu'on a simplifié la création d'entreprises et parce qu'on trouve aussi des financements. Mais il ne faut pas être dupe. Nous avons aujourd'hui une classe politique qui est en train d'empêcher toute une génération de réussir en l'enfermant dans l'assistanat et le désespoir. Et donc, il faut balayer en fait cette classe politique. Et ça ne se fera que si une jeunesse s'engage dans le champ politique, mais sans pour autant déserter le champ d'entreprise. Je pense qu'aujourd'hui, il faut faire les deux en même temps. C'est ce que d'ailleurs j'essaie un peu de faire, même si moi je suis un dinosaure. Mais en tout cas, c'est ce que j'essaye de transmettre comme message. C'est un message d'engagement. Il faut s'engager, mais pas tomber dans le panneau de ceux qui disent il n'y a que le politique qui compte. L'économie, elle est au service du politique. Non, l'économie, c'est l'espace de la création, de la liberté, de l'épanouissement individuel. Et donc, elle doit reprendre le dessus et imposer sa volonté au monde politique. Est-ce que vous penserez que là, dans les prochaines années, on va avoir un entrepreneur chef d'État, président de la République ? Alors, souvent, les entrepreneurs ne sont pas les meilleurs en politique. Pour être bon en politique, il faut être bon aux échecs. C'est un peu comme les jeux d'échecs. Il faut monter des stratégies avec différents coups d'avance. Les chefs d'entreprise, souvent, ils sont dans le rationnel. Ils sont dans la raison. Ils n'aiment pas ce qui n'est pas logique. Et ils entrent un peu naïvement dans un monde où l'émotionnel prime sur le rationnel. Et donc, on l'a vu à Lyon avec Jean-Michel Aulas, il faut avoir cette finesse, cette capacité, cette expérience du monde politique pour savoir qu'on traverse un champ de mine, que ça peut sauter à chaque moment. Il faut savoir où on met les pieds. Il faut comprendre les émotions des gens et parler au cœur des gens et pas uniquement à leur raison. Et donc, il y a un certain nombre de mutations à faire pour passer d'entrepreneur à un candidat capable de gagner à l'élection présidentielle. Et pourquoi dans les pays typiquement comme les États-Unis, un Donald Trump qui était chef d'entreprise ? Parce que ce sont des pays de liberté où on reconnaît
on reconnaît probablement davantage qu'en France, on juge les gens à ce qu'ils ont fait. Alors, Trump, on peut évidemment douter de sa qualité de grand entrepreneur. Hein, c'est pas quelqu'un qui a révolutionné la façon de vivre de la population américaine. Mais en tout cas, il incarne un certain nombre de valeurs qui peut-être font écho à tous les entrepreneurs américains. Mais en France, on est maintenant malheureusement pris dans une nomenclature qui essaye de confisquer pour elle-même tous les postes politiques. Et les entrepreneurs, ils sont devant cette situation un petit peu comme une poule devant un couteau. Ils ne savent pas trop comment s'engager et ils n'ont pas encore franchi le pas. Donc, c'est peut-être la nouvelle génération qui va s'emparer du monde politique et renverser la table, ce qu'il faudrait faire. Macron a essayé de faire ça, mais il s'est lamentablement planté. Ça a été un échec et une grande déception pour tous ceux qui l'ont soutenu. Il a été bon pendant 2 ans et très mauvais pendant 5 ans, donc ça fait quand même un échec très très long et durable dont il ne se relèvera probablement jamais. Mais il a incarné à un moment donné justement cette envie de faire passer un souffle d'entrepreneuriat dans le pays. Et évidemment, la déception est d'autant plus forte qu'il n'a pas été à la hauteur de cette espérance. Il a énormément déçu et beaucoup, évidemment, ont le sentiment d'abandon qu'une personnalité comme Macron inspire chez tous ceux qui l'ont soutenu. Vous avez petites anecdotes à nous raconter là pour finir ce podcast? Eh bien, Sur ces années en politique, dans le monde de l'entrepreneuriat, un peu des deux. moi, en fait, ce que j'ai essayé de faire, c'est découvrir aussi des milieux nouveaux. Donc, je me souviens en fait quand j'étais ministre et j'étais un peu ignorant du monde de l'artisanat. J'avais lancé la semaine des boulangers et un jour, je suis arrivé dans une boulangerie en Ardèche et on m'a demandé de faire une baguette. Donc, j'ai dû improviser une baguette qui a été cuite, qui était absolument horrible. Et ça m'est resté en fait à l'esprit. Et 30 ans après, j'ai commencé un CAP de boulangerie pour faire des belles baguettes. Ok. Donc, je pense que la politique, elle ouvre à plein de métiers, plein d'horizons possibles, plein de perspectives et d'opportunités. Et il faut non pas devenir un homme politique, mais rester un citoyen curieux de toutes les perches que peut tendre la vie politique. Ok, super. Est-ce que vous avez un petit mot de fin à nous dire, Renaud? D'abord, merci de faire ce podcast parce que je pense que c'est important pour les gens aujourd'hui d'entendre avec un peu de temps et de patience en fait des expériences qui peuvent parfois les inspirer, parfois au contraire susciter leur indignation. Mais je pense que c'est un très bon moyen de communiquer aujourd'hui avec les gens que d'interroger les uns les autres et de le faire avec votre sens de l'écoute. Donc bravo Tristan et j'espère que vous interrogerez beaucoup de gens passionnants. Je l'espère. En tout cas, un grand merci Renaud. Pour toutes les personnes qui ont écouté le podcast, n'hésitez pas à les commenter, liker, partager, vous abonner aussi à la chaîne. Est-ce que vous avez des réseaux sociaux à nous communiquer, Renaud? LinkedIn? Moi, je suis beaucoup sur LinkedIn parce que c'est le réseau des abeilles. Ouais. Les abeilles, c'est un peu mes Français préférés, ceux qui font le miel. Et donc, je trouve que sur ce réseau, on mesure bien à la fois la colère, l'exaspération, mais aussi la capacité d'innover et l'espérance que portent les entrepreneurs français. Et quand je dis entrepreneurs, c'est en englobant tous les salariés qui sont aussi dans les entreprises un peu comme des intrapreneurs. C'est-à-dire qui ont une capacité à créer, à innover. C'est pas uniquement être entrepreneur qui compte, c'est être dans l'énergie, l'envie de changer les choses, de réussir des projets et d'obtenir des résultats. Et ça, il y a 20 millions de salariés qui ont cet esprit-là, donc il faut aussi les associer aux entrepreneurs. Un grand merci Renaud et à très vite pour de nouveaux épisodes. Merci beaucoup.